We are just at the top of the hour, so it is my pleasure to welcome all of you to this discussion. Good morning, good afternoon, good evening. I hope that you are doing well. My name is Vivian Atakos. I am Regional Communication Specialist for the International Potato Center. I am based in Nairobi, Kenya. And just to confirm that you are in the right place, this is the webinar on impact network analysis. Evaluating system level strategies for successful variety delivery and regional pest disease management. It will be good to know who's in the room, so I'd like to encourage you to take advantage of the chat box and let us know who you are, what you do, and where you're joining us from. If possible, you feel free to tell us about your expectations for this particular webinar. A few housekeeping, as always with online meetings, to make this experience good for all of us. We encourage that you keep your videos and microphones off for the participants. And we also want to obtain your consent because we are recording the meeting. We have two options for you to interact. We have the chat box where you'll feel free to post in your comments, and also use the Q&A button for questions during the presentations, and we will get right back to you. Also, to advise you that simultaneous interpretation is available from English to Spanish and also from English to French. So feel free to just check the interpretation button at the bottom of your screen and select the language that works for you. So without taking much of your time, and as I see many of our participants are introducing themselves in the chat box, it's good to know. Welcome, Francis. Welcome, Yandru. Welcome, Jeff Bentley. Welcome, Francis from Kenya. Nice to see you. Welcome, Oluwafemi from Ibadan. Greetings, Stephen Welch from USAID, joining us from out of USA. You're really welcome. And all the rest of you, please keep introducing yourself. I'd like to get us started by welcoming Jorge. Jorge Andrade is a plant pathologist at the International Potato Center and the CGIAR research program on roots, tubers, and bananas. He specializes in potato seed systems and leaf blight epidemiology with more than 20 years of experience in the Andes and several countries in Africa and Asia. So Jorge is going to come in and give us an introduction to this session and talk about the root, tuber, and banana toolbox. Welcome, Jorge. Thank you, Vivian. This is a follow-up webinar after we launched the tool for seed systems toolbox. This happened in March. So the next step was to start working on training on specific tools. So I will describe briefly the toolbox that we developed with several organizations. Just to provide some background information. So first, this effort, the development of the toolbox, has been a product of the CGIAR research program on roots, tubers, and bananas. So we work on several crops, vegetatively propagated crops. We have banana and plantain, cassava, potato, sweet potato, and yam. These crops are crucially important, especially in developing countries, for food security, nutrition, income, climate change, resilience, and gender equity of smallholder farmers. These crops have common challenges and opportunities. So for example, in the case of a genetic complexity is higher than that of the grains. So the breeding is also different and is more difficult. They all are vegetatively propagated crops, so the seed systems are very similar. There is a massive contribution from informal seed in all these crops. And they also have issues about perishability, bulkiness, and opportunities around post-harvest and value chain options. So we work on these 5 crops, very important crops in the developing world. Next, please. So as part of the research of RTB, we are a group of more than 50 scientists from 17 countries. And we see that these crops have several knowledge gaps that hold back progress. So we recently published a paper identifying these 4 major gaps.
related to seed systems. So the first one is identifying effective seed delivery pathways. The second gap is ensuring seed health and stopping the spread of disease. All these crops are affected by seed degeneration. Then the third gap is capturing the demand characteristics of different types of farmers, and then effective policies and regulations. So this group of scientists from 17 countries, you can see here the map, first identify these knowledge gaps, and then, next please. And then what we did is to develop several tools, that is methodologies, approaches, models, to address these knowledge gaps. And we organized these tools, what we call it, in the toolbox. You are very welcome, and I encourage you to visit the website for the toolbox for seed systems on RTB crops. And in this website, you will see 11 tools plus a glossary on RTB seed systems, and a lot of documents, a lot of supporting information. So for example, a description sheet for each of the tools, a user guide, a case study, tool validation. All these tools have been validated in real life conditions and are supported by peer review publications. And also we have technical support available if you are interested in applying these tools in your specific conditions. Next one, please. So going back to the gaps, one of the key gaps that we want to address with the tools is the identifying effective seed pathways. And you can see here in the left, we have several tools to address this knowledge gap. For example, seed tracker, impact network analysis, and seed tracing. So in this webinar, what we are going to do is to provide more information about one of the tools, impact network analysis. And on the right, you will see, you can see several examples where this tool has been first developed and then validated and used. So we have examples from Southeast Asia in cassava. We have examples from Uganda in sweet potato. Okay, so, and this is the topic for the webinar actually. Next one, please. The other key knowledge gap that we are addressing with INA, with this specific tool, is strategies for seed health management. So again, we have several tools, for example, Seed Tracker, INA, integrated seed health approaches and models. And on the right, you can see examples on which these tools, INA specifically, has been used. So we have potato seed systems in Georgia and sweet potato seed systems in Tanzania. And then finally, let me acknowledge the donors who have provided the support and funding for putting together this toolbox and developing all the tools. So we are very grateful to our donors. So with that, I finish my presentation. Thank you very much, Vivian. Back to you. Jorge, thank you, Jorge, for getting us started and just introducing us to this session. And as you rightly pointed out, this is a follow-up webinar to the launch of the RTB Toolbox. And you have mentioned that the impact network analysis is one of the tools that we want to introduce you to today. So to bring us more information about the impact network analysis, I want to bring you Karen A. Garrett. Karen is in the Plant Pathology Department, Food Systems Institute and Emerging Pathogens Institute at the University of Florida. Her work addresses epidemiology, systems analysis, and analysis for decision support. This also includes machine learning approaches. Karen's recent work includes analysis of strengths and vulnerabilities of crop seed systems for agricultural development and corresponding crop breeding networks. Karen received her PhD in plant pathology from Oregon State University and also Master of Science in Statistics. Karen, just to mention a few of your credentials, I will post more in the chat. And with that, I want to welcome you so that you can address us. Welcome. Oh, thanks very much, Vivian. And thanks everybody for joining us today, and to Jorge for setting the scene. Yeah, so I'm going to give a quick overview here of impact network analysis, some of the types of questions that we can use it to address.
And then after this summary, we'll get into some of the specific examples with people discussing their individual projects. So the general idea with impact network analysis is, well, first, to provide a framework for what is known about a seed system. It addresses several different parts of the seed system. And then for scenario analyses, we have a package in R that can be used. Once you understand what some of these different components of the system are like, then that can be used to see what the logical implications are of that system structure. And so we'll give you some examples of that, and then that could be used for decision making about, for example, what kind of subsidy might be useful temporarily or long-term in the system to make it work more effectively. So here is the general sort of structure that we're looking at impact network analysis. Because, well, a system could be anything, right? But in seed systems and a lot of other systems too, for invasive species or for distribution of a new variety in general, a system like this, a system structure like this is useful to think about. So in the context of a seed system, on the left here, we've got new varieties or other kinds of management technologies, like for integrated pest management, say, that are available for adoption. And then the socioeconomic network at the top there, this is the set of people, maybe smallholder farmers, institutions that support them. So this is the set of people who are making decisions about whether to adopt the new varieties, whether to adopt the IPM technologies, et cetera. And then many of those people are linked to locations in the biophysical network. So that would be the set of farms in most of our contexts. And between those farms, the new varieties may be circulating, and also pathogens might be circulating. So the challenge to allow varieties to move smoothly through the system, but not to allow pathogens to move through the system. And so then this combined set of components, the varieties or other management, people's decision-making about it, and then the implications of people's decisions for what is happening in a landscape of farms, those all combined then give the outcomes of the system in terms of productivity, profitability, adoption rates for varieties, et cetera. So if we have this kind of system in mind, then here are some of the types of questions that we can ask once we understand that system some. So first, what kinds of locations are particularly important in terms of managing disease, for example, or making sure that a variety is available? And I'll go into each of these in a little bit more detail in a moment. Then what about the system and how it benefits people? Like, does it benefit people regardless of their gender? Est-ce que ce système bénéficie les personnes de différents âges et de différents genres? Est-ce que le système crée des matériaux sans maladie? Et aussi, si on pense à comment le système peut être modifié, on peut se demander comment les subventions et les politiques influencent les résultats du système. Et en partie du programme de suivi et d'évaluation, il faut qu'on voit ce système au cours du temps, comment il change. C'est important qu'on sache quels sont les résultats qu'il va produire dans les évaluations futures. Donc, une question. La première question, quels sont les lieux particulièrement importants pour la gestion de système? Donc, si vous imaginez une épidémie, maintenant tout le monde pense à ça parce que nous avons le COVID-19. Donc, il peut y avoir des lieux spécifiques, des lieux clés ou des personnes clés ou des types de personnes clés qui sont très importants pour gérer les épidémies. Et donc, si nous comprenons la structure, nous pouvons voir où se trouvent ces lieux clés. Et si nous pensons aux réseaux socio-économiques, ces personnes ne sont pas homogènes. Et si nous comprenons bien la structure, on verra qu'il y a des avantages et des désavantages particuliers en fonction du genre et de l'âge. Donc, si on voit les structures combinées, on va voir que les personnes individuelles sont dans certaines catégories et elles ont tendance à avoir un certain nombre de transactions de semences, mais on va voir aussi comment leurs transactions entrent dans le réseau plus large
en termes de leurs possibilités ou de leurs risques d'avoir des nouvelles variétés ou des maladies qui peuvent être répandues par la semence. Et vous pouvez aussi comprendre, et c'est important de comprendre aussi comment la structure va changer. Est-ce qu'on peut faire que, par exemple, certaines personnes aient plus de liens dans le système? Quelles sont les grandes implications pour le système au sens large, pour pouvoir changer comment certaines personnes ou comment certains lieux sont inclus dans le système? Et si nous voyons quel est l'état du système et quelles sont les implications, qui trouve de la semence où, est-ce que c'est facile, est-ce que la semence est en bonne santé, etc. Si on comprend la structure comme partie d'une analyse de scénario, on peut extrapoler pour le futur en utilisant les tendances que nous voyons aujourd'hui. Donc, on verra si un projet peut arriver à ses objectifs. Donc, voici certaines des questions qu'on peut analyser ou qu'on peut avoir, puisque nous avons cette analyse disponible. Il y a des analyses qui sont prêtes à utiliser pour les appeler d'une certaine façon. Et il y a aussi d'autres analyses qui sont plus personnalisées en fonction de nouvelles questions qui peuvent apparaître. Donc, voilà l'idée générale de certaines des questions qui peuvent être posées pour ce système. Et maintenant, nous allons voir les exemples de différentes études, de différents cas d'études. Alors, ici, nous avons un grand groupe de personnes qui vont présenter leur analyse et les implications de leur analyse dans différentes parties du monde. Et maintenant, je vais redonner la parole à Vivian pour qu'elle puisse présenter ces personnes. Merci beaucoup, Karen. Merci d'avoir présenté l'IENA. Et comme tu as dit, ça c'est un travail que l'on fait globalement. Et donc, voici les personnes très compétentes qui travaillent sur ce projet. Nous avons Kelsey Anderson. Elle est professeure dans le département de pathogènes de plantes à Kansas University. Elle travaille surtout sur la gestion de maladies. Elle utilise les data analytics pour guider les décisions. Nous avons aussi Berea Atherton. Berea, juste une seconde. Berea est étudiante, elle est doctorante à l'Université de Floride. Elle vient de la biomathématique et elle utilise du machine learning pour améliorer la détection de maladies et la gestion de maladies. Nous avons aussi Aman Omondi, Aman Bonaventure Omondi, c'est un entomologue, un épidémiologue. Et il travaille au CIAT et il travaille sur la maladie du bunchy top qui vient des insectes et des semences infectées. Il contribue aussi à l'Association pour la gestion du banana bunchy top en Afrique. Il est basé au Bénin. Nous avons Karen, je crois que tu vas parler du travail de Sospeter Gachamba. Ensuite, nous avons Eric Delacqui, qui est un chercheur qui travaille sur la biodiversité. Il travaille chez SIAT et il travaille sur les systèmes de semences du cassava dans l'Asie du Sud-Est. Il a étudié la science des plantes à McGill. Il a 15 ans d'expérience dans la recherche et il fait aussi son doctorat. Finalement, nous avons John Nopsa. John fait partie du système de semences à Agroserbia où il travaille sur les problèmes épidémiologiques en Colombie. Il est docteur en épidémiologie de l'Université du Nebraska aux États-Unis. Et son travail comme chercheur à Oregon dans les États-Unis. Donc, voici les personnes qui travaillent
sur ce projet et qui appartiennent à plusieurs communautés. Et donc maintenant, on va entrer dans la discussion, dans le vif de la discussion. Karen, je te donne la parole. Merci Viviane, merci pour ta présentation des personnes. Et oui, maintenant, je vais leur donner la parole dans quelques secondes. On va parler de systèmes de semences dans différentes parties du monde. Et dans ces pays, les systèmes de semences informelles sont très importants et surtout pour les cultures propagées végétativement. Donc, ça, c'est quelque chose que nous allons voir dans les exemples. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne comment fonctionnent les systèmes informels et comment sont les liens entre les systèmes formels et informels et comment sont les transitions entre ces deux systèmes. Donc, maintenant, je vais donner la parole à John pour qu'il parle de son travail. Merci, Karen. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me permettre d'être ici aujourd'hui. Je voudrais travailler sur un de mes travaux à l'Université de Floride. Je vais parler de l'analyse de réseaux épidémiques pour la mitigation de pathogènes invasifs dans les systèmes de semences pour la pomme de terre en Équateur. Le système de production de pommes de terre à Tungurahua en Équateur est le lieu où nous avons fait notre étude et vous pouvez voir sur la photo pour avoir une idée de comment le système fonctionne en Équateur. Dans cette analyse, nous avons fait des enquêtes pour la transaction de pommes de terre, pour les systèmes de semences et aussi pour la pomme de terre de consommation. Et nous avons aussi l'IPM pour ce système. Ce système de transaction a 48 partenaires. Les rouges sont des agriculteurs et des familles et les autres points représentent des institutions ou des individus qui sont liés au système. Je veux souligner que les lignes noires montrent comment la semence bouge dans le système et les lignes grises montrent comment les pommes de terre qui vont être consommées bougent dans le système. Alors, nous avons pris des données, nous avons fait des analyses et ici, on montre comment on peut suivre l'expansion des pathogènes en fonction des lieux et des IPM. Le jaune que vous voyez ici au centre représente Compapa. C'est un suivi très efficace alors que d'autres représentés par le bleu sont moins effectifs. Donc ça, c'est une présentation extrêmement brève et générale pour voir comment l'analyse fonctionne. Merci, John. Le prochain exemple va être sur les systèmes de bananes. Merci beaucoup, Karen. John a déjà parlé des liens entre les systèmes, mais nous sommes en train de travailler sur les maladies de la banane dans un environnement où il y a une expansion de maladies qui voyagent par les semences, mais aussi par les aphides, les insectes. Donc, nous avons donc une expansion passive et une expansion active. Et nous avons collaboré avec Innocent Women et aussi avec l'institution Isabu au Burundi. Prochaine diapositive. Alors, le système de semences de bananes au Burundi et dans la plupart de lieux où il y a des petites productions est caractérisé par une production qui fait partie du style de vie et des relations sociales. Donc, les semences sont extrêmement liées à la culture et ça, c'est pour 2% du système. Et il y a aussi une très grande diversité de partage de semences. Il y a beaucoup de variétés qui circulent
Et ceci est fait par les relations entre amis et entre voisins. Ce que nous essayons d'évaluer est quelles sont les influences des maladies en termes de biodiversité. Et nous voyons qu'il y a un déclin très fort de la diversité dans les systèmes des agriculteurs. Et ceci est lié aussi à la maladie du bunchy top. Donc, s'il y a de nouvelles variétés et la maladie circule, quelles sont les meilleures façons de répandre de nouvelles variétés et comment est-ce qu'on peut contrôler la maladie du bunchy top en minimisant les infections qui sont nées dans les semences. Prochaine diapositive. Alors, nous avons regardé 3 villages, observé 3 villages. La maladie se répand très rapidement en Afrique. Il y a 18 pays qui ont remarqué la maladie. Et dans le Burundi, cette maladie s'est répandue depuis les années 90. Maintenant, elle se trouve dans 5 provinces. Donc, nous avons vu 2 villages où nous avons la maladie et nous avons vu aussi un autre village où la maladie n'est pas encore présente, ou n'a pas été reportée en tout cas, rapportée. Et ce que nous voyons, si vous pensez à ce que John a présenté, vous verrez que dans les systèmes de semences de bananes, les réseaux sont courts. C'est des transactions locales. Mais si vous regardez les 2 groupes à gauche et ensuite les 2 villages à droite, où il n'y a pas de maladie, vous allez pouvoir voir que certains villages ont certaines caractéristiques et il y a un grand niveau de recyclage de semences. Et ce que je voudrais, c'est que vous regardiez le panneau au centre et le panneau à droite où vous avez beaucoup de partage de semences autour d'un fournisseur particulier. Donc ça, Donc ici, on parle de la distribution de nouvelles variétés et on essaye aussi de voir l'importance des acteurs en termes de suivi de maladies. Et nous voyons que lorsque l'acteur distribue des semences à un grand nombre d'individus, alors le suivi devient très important. Nous aimerions donc étendre ces données pour avoir une meilleure vision de la situation et nous aimerions voir aussi la proximité physique car ceci est très lié à la santé de la semence. Merci beaucoup. Merci, Aman. Et je voudrais mentionner que dans ce type d'études, nous pouvons prendre en compte la structure géographique parce que dans les systèmes de semences, il y a de l'information utile sur comment les semences bougent d'un endroit à l'autre. Nous pouvons aussi combiner ceci à comment la maladie se répand à travers des vecteurs ou d'autres moyens qui se trouvent entre les lieux. Donc, il y a par exemple la connectivité des terres cultivées. Il y a un document de recherche sur cela qui date de 2020. Donc, nous pouvons y penser lors de ces exemples. Et maintenant, Kelsey Anderson Onofre va présenter ceci aussi. Ici, nous avons des informations sur les systèmes de semences de pommes de terre en bonne santé au Kenya. Au Kenya, comme dans beaucoup de pays, le système est largement informel. Donc, 96% du système est informel. Et donc, ça, c'est un risque pour l'expansion de maladies. Dans ce système et dans ce projet, l'objectif était de comprendre les sources de
flétrissement, puisque c'est une des maladies les plus importantes dans le système. Et on voulait aussi évaluer, et on voulait aussi l'incorporer à d'autres risques liés à des maladies aussi. Donc, voici un exemple de comment est ce système à Meru, au Kenya. Ici, nous avons une analyse similaire où la couleur indique l'importance pour comprendre l'expansion de la maladie. Et celles qui sont très connectées sont au centre du système de semences. Elles sont très importantes pour la surveillance. Et on peut voir aussi que l'importance décroît lorsque les agriculteurs individuels sont plus loin du centre. On peut aussi regarder le genre dans ce système. Ici, quand on compare les rôles des hommes et des femmes qui sont agriculteurs dans ce réseau, leurs rôles sont en fait assez similaires en termes de position et en termes de possibilité de contracter la maladie. Dans ce cas particulier, les hommes et les femmes ont le même niveau de risque en termes d'expansion de maladie et ils ont aussi les mêmes rôles en termes d'expansion de maladie dans ce système de semences. Et dans ce projet, on regarde aussi les conseillers basés dans des villages par rapport aux agriculteurs individuels. L'idée, c'est de pouvoir améliorer le système en proposant une semence de meilleure qualité. Et si nous voyons le système dans une analyse de scénario et nous comparant les efforts des conseillers basés dans les villages par rapport aux agriculteurs, nous voyons des améliorations. Quand on gère plus de lieux, quand on gère plus de fermes ou de terres cultivées, il y a plus de bénéfices de travailler avec des conseillers vis-à-vis du travail fait avec les agriculteurs directement. En termes de combien de lieux vont avoir des maladies. Donc, voilà un type d'exemple de comment on peut penser aux modifications du système de semences et voir quelle est l'effectivité de la modification possible. Ensuite, nous avons un enregistrement de Kelsey Anderson Onofre qui parle de 2 études. Donc maintenant, je vais partager la vidéo où Kelsey parle. Bonjour à tous, je suis désolée de ne pas avoir été avec vous en personne. Donc, je vais parler du travail qu'on a fait autour de la distribution de boutures de patates douces dans le nord de l'Ouganda pour déterminer quelles sont les parties les plus importantes à contrôler en cas d'une épidémie. On va aussi parler de la dissémination de variétés et de comment on peut améliorer la distribution de variétés améliorées. Donc, cette étude a été publiée par quelques collègues et les boutures de patates douces ont été visitées, dans le nord de l'Ouganda, ont été visitées 2 fois par semaine et on a parlé avec des vendeurs dans ce système. Les nodes violets sont les vendeurs de boutures de patates douces et les points bleus sont les villages auxquels ils ont vendu du matériel de plantation pendant la saison. Nous avons pu agréger 878 transactions uniques et ceci nous a donné de l'information sur les acteurs importants dans le réseau. Et sur cette base, nous avons pu estimer d'autres choses sur le réseau et faire des simulations sur l'introduction de nouveaux pathogènes et comment on pourrait mieux le surveiller et contrôler. Dans ce document, nous avons pu trouver 3 trouvailles clés. D'abord, identifier les objectifs de surveillance basés sur les risques, donc des lieux géographiques qu'il faudrait surveiller en cas d'une épidémie ou d'un pathogène.
si nous n'avions pas d'informations sur ceci, nous aurions plus d'infections. Ici, les nodes les plus clairs représentent les meilleurs lieux et les nodes les plus foncés indiquent les lieux les plus problématiques où on ne devrait pas suivre en cas d'une épidémie. Ensuite, nous avons les vendeurs qui ont été identifiés comme des super propagateurs. Ils ont tendance à avoir du matériel infecté et c'est eux qui pourraient répandre plus facilement les pathogènes dans le système. Et ils sont consistants au long de notre simulation. Ils sont aussi des producteurs importants. Nous voudrions aussi savoir s'il y a un pathogène, quels sont les meilleurs nodes pour gérer le système. Et nous les avons identifiés comme les super bloqueurs. Donc, ce qu'il faudrait gérer en cas d'une épidémie. Et nous avons trouvé des façons d'identifier ceci. Ça, c'est des métriques de réseau qui sont très importantes pour identifier les nodes. Donc, ceci nous donne une idée de ce que l'outil INA peut faire dans un système. Maintenant, je vais parler rapidement d'un cas de Géorgie pour évaluer le risque phytosanitaire de la pomme de terre. Donc, l'INA a été utilisé pour une évaluation de risque phytosanitaire pour la pomme de terre dans la République de Géorgie. Il y a eu une caractérisation du système et un atelier avec plusieurs experts de la pomme de terre. Et on a intégré différentes couches de données avec l'information des experts pour évaluer le risque d'expansion à travers une analyse de réseau d'impact. Les agriculteurs, on a repéré les acteurs clés pour les acteurs clés qui avaient le plus tendance à mobiliser les pathogènes. Et on a pu créer une carte grâce aux experts. Et puis, nous sommes passés par une série de pas pour l'évaluation de risque. Nous avons évalué l'expansion de pathogènes avec nous avons fait des analyses de situation pour les expansions de pathogènes et nous avons identifié des municipalités qui sont clés dans ce processus, qui sont Adjara et Samtskhe Javakheti. Ces municipalités ont été responsables de l'introduction de S. endobiositum qui cause la verrue de la pomme de terre. Nous avons aussi un élément ici d'analyse de risque de la connectivité des terres cultivées et nous avons identifié des régions des régions de Géorgie et d'Azerbaïdjan et d'Arménie. Et ces régions se rencontrent et sont des zones particulièrement fortes pour l'expansion des maladies. Nous avons aussi un troisième élément qui est l'analyse des risques liés aux systèmes commerciaux, puisque différents pays exportent la semence et donc aussi la verrue de la pomme de terre. Ici, c'est une région ici, nous avons une région qui a été décrite et on peut voir ici quelles sont les zones les plus dangereuses en termes d'expansion de la maladie. Voici le document et maintenant, je donne la parole à mes collègues. All right. Yeah. Thanks for sharing this then. And next slide. Merci d'avoir partagé ceci, Kelsey. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Yeah, here we'll turn over to Eric. Maintenant, on va donner la parole à Eric. Bonjour à tous. Je suis Eric Delaki. Vous pouvez voir, je travaille avec l'Alliance de biodiversité internationale, les CIAT, et je travaille sur les systèmes de semences du cassava dans le sud-est asiatique. Aujourd'hui, je vais parler de la maladie du mosaïque du manioc. Je crois que beaucoup de personnes ne savent pas quelle est l'importance du manioc dans le sud-est asiatique. Au Laos et au Cambodge, c'est la deuxième culture la plus importante économiquement après le riz.
Et au Vietnam, c'est la troisième culture la plus importante économiquement. Donc, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui soutient beaucoup de petits agriculteurs. Et dans le graphique à gauche, vous pouvez voir comment est le système de production. Les données sont de 2018, donc les provinces en vert sont celles qui produisent le plus de manioc et les rouges produisent moins de manioc. Donc, vous pouvez voir une grande partie du pays qui produit du manioc. Malheureusement, en 2015, pour la première fois, euh, on a détecté la maladie du mosaïque du manioc, là où vous voyez l'étoile bleue. Et vous pouvez voir sur les photos quel est l'impact de cette maladie. C'est une maladie dévastatrice qui est listée comme un des pires pathogènes par la FAO et euh, vous voyez les dates qui sont sous la carte. Ça, c'est les dates de lorsque cette maladie a été identifiée dans la région. Donc, en fait, cette maladie s'est répandue dans toute la région et aujourd'hui, toutes les provinces sur la carte sont infectées, plus de 30 provinces et des dizaines de milliers d'hectares. Et nous commençons à le voir aussi dans les chiffres de production nationale. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une grande brèche à remplir et qu'on ne connaissait pas du tout le système du manioc dans la région. Et si on voyait la littérature, il n'y avait pas d'études intégrales qui évaluaient comment fonctionnait le système du manioc dans ces pays. Donc, nous nous sommes rassemblés immédiatement pour travailler sur cela et nous avons créé le document que vous voyez à droite. Nous avons enquêté 400 lieux en Cambodge et au Vietnam pour comprendre les régions productrices du manioc. Et l'idée, c'était de pouvoir créer une carte avec le réseau, comme vous pouvez voir en bas à droite, pour comprendre quel était le mouvement. Et nous voulions comprendre aussi quelles étaient les façons d'échanger et de commercialiser dans les régions. Donc, vous pouvez trouver tout cela dans le document dont je vous parle. Ce que nous avons découvert, c'est que nous faisons face à un système très informel. Il y a beaucoup d'échanges entre les agriculteurs et aussi le transport est très long. Donc, nous avons affaire avec un système complexe où nous avons un réseau très complexe qui parcourt de grandes distances et qui passe entre les frontières. Nous avons un environnement très variable et donc différents facteurs sur une géographie très grande. Et il y a 10 000 plantes par hectare, donc nous avons affaire à une zone très grande. Et bien sûr, ceci étant la capacité de suivi phytosanitaire et d'intervention. Personne n'a des ressources pour intervenir sur des millions d'hectares en même temps. Donc, il y a des stratégies qui sont peut-être pas très surprenantes pour ceux qui travaillent dans le phytosanitaire. La première stratégie, c'est comme pour le COVID, la quarantaine. Donc, on quarantaine les semences. On ne permet pas les semences de voyager d'un endroit à l'autre. Dans les provinces infectées, les semences ne peuvent pas sortir ou rentrer. Le deuxième pas, c'est produire des semences propres. Et l'idée, c'est de les mettre dans les zones infectées. Et le troisième pas est la reproduction. Donc, SIAT crée des variétés résistantes, mais comme vous savez, reproduire les cultures qui se propagent végétativement est quelque chose de difficile et de long. Donc, comment est-ce que nous avons utilisé ce que nous avons appris sur cette maladie pour créer des stratégies pour les preneurs de décision et les faiseurs de politique? Donc, d'abord, première question, quel impact est-ce que les quarantaines de semences auraient sur la maladie? Est-ce qu'on peut vraiment ralentir la maladie? Question 2, de combien de semences propres est-ce qu'on a besoin pour avoir un impact?
Et question numéro 3, lorsque nous produisons cette semence propre, où est-ce que nous devons la distribuer? Est-ce qu'il faut qu'on se concentre sur un endroit où la maladie est très forte pour essayer de l'éradiquer? Ou est-ce qu'il est plus efficace de toucher différentes régions pour étendre les efforts? Donc, c'est ici que l'outil INA est vraiment important parce que nous avons des systèmes sophistiqués qui sont difficiles de gérer intuitivement. Donc, je crois que Kelsey va avoir une deuxième vidéo pour expliquer comment on a fait le modelage de ces scénarios. Merci, Eric. Et oui, en effet, il a la deuxième vidéo de Kelsey maintenant. Eric a fait une bonne présentation des questions que nous utilisons pour traiter la maladie du mosaïque du manioc. Et maintenant, je vais parler de comment je vais parler de cela plus spécifiquement. Ici, nous avons des dynamiques de vecteurs qui nous montrent comment les mouches blanches sont en train de bouger d'une région à l'autre. Et nous incorporons aussi ce que nous savons sur l'expansion à travers le commerce dans ces systèmes de semences informelles. Donc, comment on bouge comment la semence bouge d'un endroit à l'autre. Nous incluons aussi le caractère approprié ou pas de l'habitat et nous essayons d'estimer si ces zones sont appropriées pour l'établissement du virus et peuvent devenir un problème dans ces espaces. Donc ici, vous avez des résultats de notre étude. Ici, par exemple, nous avons une simulation qui montre l'expansion sans contrôle. Les lieux foncés représentent les proportions d'hectares qui sont infectés dans chaque district et nous pouvons voir que l'expansion est allée vers le nord dans la région. Et ici, de l'autre côté, nous avons quels sont les résultats si on limite complètement le commerce. Donc, nous avons quand même du mouvement local lié à la mouche blanche, mais quand même, on peut voir que le progrès est moins fort. Et donc, si nous avons aussi des matériaux propres, quelle est la meilleure façon de les distribuer dans les espaces ou dans les régions? Et nous avons analysé ça avec différents volumes aussi. Par exemple, est-ce que c'est bien de distribuer un grand nombre de districts si on a une quantité limitée de matériel? Ou est-ce que c'est mieux, par exemple, de donner une large quantité à peu de districts? Donc, je vais vous donner un autre exemple d'un type d'analyse qui peut être faite avec l'INA. Donc, ça, c'est une très bonne analyse. Merci. Qui a inclus aussi, et vous avez travaillé aussi sur le risque climatique. Et voici un exemple de Berean. Bonjour à tous. Moi, je vais juste commenter brièvement quelque chose d'additionnel. L'INA peut s'appliquer aussi à des cultures autres que les cultures RTB. Ici, par exemple, nous travaillons aux agriculteurs d'avocats en Floride et sur comment leurs décisions de gestion peuvent avoir un impact sur les épidémies. Donc, cette analyse représente aussi une nouvelle édition au cadre INA et nous incorporons deux visions. D'abord, nous avons les effets de comportements sociaux, comme par exemple le fait d'être têtu ou le fait d'avoir des vieilles stratégies de gestion, malgré le fait d'avoir de nouvelles informations. Et nous nous demandons comment ces comportements sociaux peuvent impacter l'expansion d'une maladie. La deuxième chose que nous allons incorporer, c'est le modèlement de comment les politiques peuvent influencer une épidémie. Et il y a des politiques qui soutiennent
l'expansion, alors que d'autres stratégies ou d'autres politiques vont avoir un effet positif. Donc, dans ce scénario, nous avons trouvé qu'une approche de bâton et de carotte avait tendance à influencer les taux d'adoption pour la gestion générale et aussi mettre des pénalités aux agriculteurs qui avaient des mauvaises stratégies de gestion. Donc ici, on parle de l'approche du bâton avec très peu d'effet sur les revenus et ne changeait pas leur perception et ne les menait pas à avoir des pratiques de gestion améliorées. Nous avons trouvé qu'à la fin d'une épidémie, excusez-moi, j'ai des problèmes de son. Donc, à droite, vous allez pouvoir voir que si vous êtes moins têtu et vous communiquez avec d'autres agriculteurs, hein, ou si vous êtes très connecté socialement, alors il était plus probable que vous ayez une moindre proportion de plantes infectées à la fin d'une épidémie. Donc, notre objectif avec ce nouveau cadre est de pouvoir orienter la prise de décision régionale et nous voulons construire un modèle sur comment les comportements sociaux et les politiques impactent une épidémie de façon générale. Great, thanks, Beria. Next slide, Merci please. beaucoup, Beria. Prochaine diapositive. Just to wrap up, and then Okay. so we'll have a little time for questions. Just as a overview Alors, here, pour there's finir, some, major types of questions that you can use in this analysis, like what are the key locations? voici les questions qu'on peut utiliser pour cette analyse. Quels sont les lieux clés, les fermes clés ou les personnes clés? Comment est-ce qu'on peut comprendre les bénéfices du système selon l'âge et l'âge? Quelles subventions et politiques peuvent influencer les résultats du système? Et si nous faisons le suivi d'un projet, est-ce que le système semble être en ligne ou pas, aligné ou pas? Et donc, ici, nous avons plusieurs outils de la boîte à outils RTB, pas seulement l'INA, comme par exemple le Seed Tracer qui est le traceur de semences et le Seed Tracker qui est le localisateur de semences. Donc, je crois que ça, c'est la fin de cette section. Et maintenant, nous allons ouvrir l'espace pour des questions. Merci, Karen, pour ce segment. Donc, nous avons introduit la boîte à outils RTB parce que l'INA est un des outils de cette boîte. Karen a introduit l'INA avant que nous commencions. Vous avez entendu parler des personnes autour du monde, John en Équateur, Bobeja en Ouganda, d'autres personnes en Kenya, Kelsey travaille dans le nord de l'Ouganda, Eric travaille dans le sud-est asiatique. Et finalement, nous avons Uberea qui nous a parlé de l'utilisation de cet outil pour les avocats. Donc maintenant, nous avons un peu d'espace pour quelques questions. Nous avons été 140 personnes dans la réunion. Merci d'avoir suivi notre réunion. Et maintenant, il y a le bouton questions-réponses. Mais maintenant, je vais lire quelques questions et Karen va commencer à répondre aux questions. Donc, David Stillman dit qu'il voit des opportunités d'expérimentation avec les conseillers de village et il se demande quelles sont les procédures pour choisir les conseillers, quelles sont les formations pour ces personnes. Qu'est-ce qui va faire que certains conseillers soient meilleurs que d'autres pour exercer la surveillance?
Donc, c'est un point très intéressant. Et je crois que c'est une des clés pour que ces analyses soient utiles. Il faut penser à la structure des réseaux et aux implications d'un conseiller sur le réseau. Mais ça, c'est la structure de base. Mais nous voulons savoir plus sur les traits de la personne. Par exemple, si la personne qui offre le conseil a de meilleures sources d'information ou de moins bonnes sources d'information, dans ce cas, ceci va influencer les liens que la personne a. Donc, je crois que ça, c'est un point très important de comprendre pas seulement quels sont les liens, mais aussi quelle est la qualité de l'information et du conseil que quelqu'un apporte. Et bien sûr, la qualité du conseil peut créer plus de liens dans le système. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui veulent participer sur cette question? Okay. So let's take the second question. And Eric, I want to bring this to you. Eric, ça c'est une question sur les empreintes digitales. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont intéressés par les empreintes digitales pour comprendre l'adoption de variétés pour les systèmes RTB? Eric, est-ce que tu veux répondre? Merci, Vivienne. Et nous avons eu des discussions dans la chatbox. J'ai mis un lien du Vietnam où nous avons eu une enquête du nord au sud, tout le pays, et nous avons utilisé des empreintes, d'un système d'empreintes pour conduire une enquête. Le genre n'était pas l'approche essentielle, mais c'était un des éléments présents. Donc, je vous encourage à regarder ceci. Et il y a beaucoup plus de travail d'empreintes en ce moment. Et il va y avoir du travail de ce type en provenance du Pérou et aussi en provenance de IATA. Je crois que les échantillons viennent du Bénin. Donc oui, il y a du travail sur ceci et maintenant, surtout que c'est un outil qui est devenu moins cher. On l'utilise plus dans les études. Oui, Karen, tu as quelque chose à dire? Donc, est-ce qu'il faut voir aussi si cette méthode est pour comprendre l'expansion des maladies? Et ceci est vrai. Beaucoup d'exemples sur lesquels je travaillais voient l'expansion de maladies, mais il y a l'expansion des maladies vers l'expansion des variétés et essayer de gérer les deux en même temps est difficile. Et c'est important que les variétés puissent sortir et être distribuées dans le réseau. Donc, Kelsey, pour la patate douce en Ouganda du Nord, montre quelques exemples pour voir combien les variétés sont effectives dans un réseau ou combien elles vont se répandre dans un réseau. Et l'application est vraiment importante pour penser à la distribution de variétés et pas seulement la distribution des pathogènes. Great, thank you, Karen. Well, I'll take a question that was posted in the chat box, and it was from Romaric. Maybe any of us can answer. He's asking. Alors, quels sont les défis de l'analyse de réseau? Est-ce que c'est trop ample? Est-ce que vous pouvez réduire cette question? Et pourquoi est-ce que vous pensez à ceci? Il y a beaucoup d'appréciation de la présentation. Je peux voir que Tania apprécie la présentation. Elle voit de super exemples de comment l'INA peut être utilisée. Et elle dit qu'elle va pouvoir utiliser ces choses au Mexique. Est-ce qu'il y a des personnes pour commenter ceci? Oui.
I would say that maybe one of the challenges is, as in many Allez. research projects, is getting the data. It's probably one of the most important aspects of analysis, getting the Ça, data. c'est un aspect les plus importants de l'analyse, obtenir les données correctes pour une bonne analyse. Mais obtenir les données veut dire c'est quelque chose de très difficile à cause de la collecte des données, à cause de... donc, ceci, ça c'est ce que je voulais dire. Ok, je vois que notre temps est presque fini. Ça a été une séance très intéressante avec beaucoup d'interactions dans la chat box. Les questions qui figurent dans le Q&A, nous avons essayé d'y répondre, mais maintenant, nous allons écouter Margaret pour clôturer le webinaire. Donc, Margaret travaille au Centre international de la pomme de terre. Elle est travaillée dans le système de semences. Margaret, si tu es prête, tu peux entrer pour que les personnes ne restent pas ici plus longtemps que prévu. Merci Vivienne et merci aux panélistes et merci à tous pour avoir participé. Je suis désolée parce que ma caméra Zoom ne fonctionne pas bien. Je crois qu'on a eu une séance courte et fascinante. Je crois que l'INA est un exemple d'outils dans la boîte à outils qui montre de l'intégration des aspects socio-économiques et des aspects biophysiques dans les systèmes de semences, qui est très important pour avancer. Je crois que nous avons vu des exemples de comment l'INA peut être utilisée pour comprendre la diffusion de variétés et aussi la diffusion des maladies. Je crois que le pouvoir de l'INA est dans les simulations et dans les analyses de scénarios. Et j'aime particulièrement l'exemple final de l'avocat où nous voyons comment le comportement social peut influencer différents comportements. Alors, nous avons parlé de différents aspects intéressants de l'INA et je veux souligner quelque chose parce que les personnes demandent où est-ce qu'elles peuvent trouver plus d'informations et d'engagement et de formation. Nous allons commencer un programme de formation à partir de juillet. À partir de juillet cette année, ça va être une combinaison de formation virtuelle, mais nous voyons aussi nous cherchons aussi des exemples de petites équipes dans les pays qui ont des problèmes spécifiques qu'elles voudraient résoudre en utilisant certains des outils. Et nous sommes en train d'établir la formation d'une façon qui puisse donner du mentorat et du coaching dans des cas réels. Donc, ça va être une opportunité excitante. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter ou contacter Jorge ou d'autres personnes qui sont ici dans cette réunion. Finalement, je voulais remercier Karen Garrett et l'équipe de l'Université de Floride. Merci à tous les panélistes et merci à nos collègues derrière les scènes qui font que nos plateformes virtuelles marchent. Et bien sûr, merci à toi, Viviane, pour avoir géré l'événement. Et merci à tous de votre participation parce que comme vous avez dit, nous avons eu 140 personnes. Donc, merci à tous. Restez en contact. Regardez la boîte à outils et regardez comment vous voulez interagir avec elle. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Margaret. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous les participants et à tous les intervenants et nous verrons la prochaine fois. Au revoir.